Bonjour, bienvenue dans cet épisode de la Franchise School. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Lohan. L'équilibre professionnel-personnel au travers d'une conquête et d'un développement dans la franchise incroyable, en passant par un avenir prometteur dans le foot qu'on a laissé de côté pour aller sur autre chose. Au milieu de tout ça, comment reprendre une entreprise et qu'on ne pas se tromper dans la reprise d'entreprise. C'est incroyable, c'est un parcours super inspirant. Il y a même dedans une proposition que je lui ai fait en live. C'est incroyable de voir des gens à cet âge-là hyper inspirants. Regarde cet épisode avec beaucoup d'attention. N'hésite pas à donner du feedback et à t'inspirer de Lohan. Donc du coup maintenant on est avec Lohan. Lohan, la machine multifranchisée de Lyon. Un bon trait je trouve de mon leadership, mais c'est peut-être vu comme un mauvais trait. Je sais pas exactement combien t'as de studios, t'en as combien? J'en ai 5 du coup. 5 studios dans la région lyonnaise, c'est ça? C'est ça. Allez vas-y, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Lohan Roland, j'ai 28 ans, un enfant, bientôt 2 dans les jours qui vont arriver. Quand tu dis bientôt, c'est peut-être dans les minutes qui vont arriver? Peut-être dans les minutes. Ça serait hyper fun pour la vidéo là qui est... Ça serait marrant. Mais je suis à 10 minutes de chez moi donc ça va. Faudrait que tu consultes Sarah pour savoir en numérologie si ça passe aujourd'hui ou pas. Ah, je sais pas du tout quel numéro je suis, donc tout à l'heure j'étais vraiment à l'écoute de ce qu'elle disait. Parce que moi ça fait partie des sujets où je suis très hypnose, tout ça, je connais pas. T'es ouvert? Je suis ouvert parce que je pense qu'il faut être ouvert à tout, mais je connais pas du tout. Donc j'ai ma femme qui est beaucoup portée sur ton signe astrologique, etc. Mais ouais, je lui dis, j'y crois pas du tout à ça, mais j'écoute, je m'ouvre, je suis curieux, voilà, surtout sur ça. Donc du coup, une fille de 3 ans. Exactement. Un deuxième en route. Un petit qui va arriver, donc 28 ans comme j'ai dit. Je peux parler un peu de mon parcours. Tu parles de ce que tu veux. Ouais, mon parcours, c'est en réalité, il est pas atypique. Je suis parti de chez moi vers les 14 ans pour du sport-études, donc dans le foot. Ça fait, je crois, 22-23 ans que je fais du foot, à peu près. Okay. Donc quel poste? j'ai été monosport. Là maintenant, je suis défenseur. De toute façon, le foot, c'est comme ça. On démarre un peu haut et on recule. Je sais pas si c'est la vieillesse ou si c'est le manque de talent, mais on recule un petit peu. Donc défenseur maintenant. Mais à tes grands jours, t'étais? J'étais plus au milieu de terrain. Donc ça va. Ouais, je te voyais bien en 6. J'ai reculé, mais pas tant que ça. Je te vois bien en 6, le hargneux qui c'est exactement ça. Pas forcément le mec technique, mais plutôt qui court, qui est généreux dans les efforts, on va dire. Donc un petit parcours dans le sport quand même, parce que je suis parti à 14 ans en sport-études. Après, j'ai fait un ou deux clubs pro en centre de formation. Et donc, t'as fait quoi? J'ai fait Évian-Thonon-Gaillard qui avait coulé, qui a coulé après derrière, et Bourg-en-Bresse. Donc voilà. Après, je suis arrivé vers la fac. Fallait faire un choix, études, sport. Je pense que j'ai toujours été assez lucide. J'avais pas forcément de gros talent dans le foot. J'étais un bon joueur, mais pas non plus un super joueur. Du coup, j'ai fait le choix un petit peu plus de l'école. Je suis parti en STAPS, du coup, mention entraînement sportif. Alors la particularité, c'est que j'ai fait entraînement sportif, mais je m'y retrouvais pas non plus. C'était pas non plus ma vocation de dingue. Là maintenant, à y réfléchir, je ferais peut-être une autre filière qui est dans le management plutôt. Ça serait plus en lien avec ce que je fais maintenant. Sportif. Ouais, exactement. Donc pendant 3 ans, donc la licence 3 ans. Ensuite, j'ai passé des diplômes dans le sport, dans le foot du coup. J'ai entraîné des petites de 13 ans jusqu'à 18 ans à peu près. Donc ça pendant 4-5 ans. En parallèle, je bossais dans un collège, donc en lien aussi avec les enfants. Et puis après, Iron Body Fit est arrivé en discutant avec un collègue quand j'étais au collège d'ailleurs, quand je bossais au collège. Iron Body Fit est arrivé. Ensuite, Romain m'a invité à venir à la corpo, j'ai fait des visios, enfin bref. Et puis après, on connaît, hein, c'est soit on démarre, soit on reste à quai. Je me suis lancé, j'avais un petit peu d'argent de côté. Et puis là, la question était, donc de base, j'étais sur une ouverture. Sur Villeurbanne où j'habite maintenant d'ailleurs. Et puis j'ai du coup basculé sur une reprise de studio. C'est que des opportunités. C'est-à-dire que en réalité, j'ai envoyé un message sur Instagram à l'ancien propriétaire de Lyon-Pardieu qui m'a dit écoute, c'était post-Covid, sortie de Covid, c'était fermé, ça venait juste de réouvrir. Il m'a dit viens visiter, on va en discuter. Et puis je suis allé visiter et après je me suis réorienté sur de la reprise de studio tout simplement. Et me voilà maintenant. Donc ça c'était en septembre 2021 et maintenant on est en août 2025 et du coup il y a eu une petite évolution sur ces années qui sont passées. Tu es impliqué dans 5 studios, une seule ouverture si j'ai pas de bêtises? Exactement. Okay. Une seule ouverture, 4 reprises. Donc j'ai fait 2 reprises tout seul.
de reprises où j'ai des associés. Ça, pareil, c'est hyper enrichissant. Au début, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, je fais tout seul. Puis au final, on apprend à travailler avec les autres. On se rend compte que d'autres ont des connaissances et du savoir que nous, on n'a pas. Du coup, après, on est plutôt dans de la collaboration. Et après, c'est encore plus enrichissant, on apprend beaucoup plus. J'adore ça. Donc, voilà. Parcours intéressant, il y a des points là où on peut aller chercher. Sport-études, c'est ça? Ouais. Et après, donc travailler avec les enfants, moi, c'est un des éléments super qu'on se travaille. J'ai eu mon BAFA. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, dans ton management, dans ta relation avec les autres, ce côté-là, animateur, si tu étais dans le foot, c'est de l'animation. Est-ce que ça t'a construit? Est-ce que ça t'a aidé? Moi, je trouve que c'est un truc incroyable. C'est trop bien parce que, alors, il y a le côté animation avec les enfants, il y a aussi la gestion des parents, que ce soit dans de l'animation foot ou même parce que du coup, nous, avec la licence TAPS, on avait un équivalent BAFA, parce que j'ai fait beaucoup dans les centres de loisirs, etc. Au final, on reste dans de la gestion, dans de l'animation, et au final, c'est 2 points qu'on va retrouver aussi chez Iron Modify. L'animation des séances et la gestion d'un studio. Donc bien sûr, je compare pas la gestion des enfants et la gestion d'un studio, mais au final, on va s'y retrouver. Et en tout cas, moi, dans mes expériences personnelles sur ces métiers-là, j'ai pu apprendre pas mal de choses comme la patience, le fait de gérer plusieurs tâches en même temps, aussi le fait de se projeter parce que y a des enfants qu'on va gérer d'une manière différente et avec d'autres où ça va pas fonctionner, donc on est toujours dans de l'adaptabilité, pardon. Donc ça, j'ai trouvé tous ces petits points-là m'ont beaucoup servi après derrière sur mon parcours, on va dire, mon jeune parcours entrepreneurial. On va pas comparer la gestion des enfants avec la gestion d'un studio ou d'adultes ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que des fois, c'est normal de faire preuve d'empathie avec des enfants. J'imagine quand tu as des gamins qui ont 13 ans, qui jouent au foot, qui ont envie de gagner et tout ça, si tu veux faire une belle saison, il faut être capable de faire preuve d'empathie, de pouvoir les faire performer, de pouvoir les entendre et savoir s'ils vont bien, s'ils vont mal et qu'est-ce qui va les faire performer. Et c'est normal de le faire avec des enfants de 13 ans. Mais après, quand par exemple, on est avec des adultes, avec ton conjoint, ta conjointe, on s'en fout, l'empathie, on l'oublie. Au boulot, avec les collègues, on l'oublie. Avec les associés, c'est mon sujet que j'aimerais évoquer avec toi aussi. On l'oublie, il n'y a pas d'empathie. C'est moi, je. Et parce que j'ai un adulte face à moi, il doit être capable de me comprendre et moi, je vais peut-être pas forcément prendre le temps de le comprendre. Et ça, c'est peut-être quelque chose, je trouve, que le fait de bosser avec des enfants, ça devient un automatisme un petit peu d'essayer de se dire, OK, qui j'ai face à moi aujourd'hui, qui contrôle, qu'est-ce qu'il ne contrôle pas, de quoi il a besoin aujourd'hui et comment je peux l'accompagner là-dedans. Et puis, il y a le fait d'être à l'écoute, en fait. Les enfants, ils ont besoin d'être écoutés et des fois, dans notre vie, on va dire, professionnelle, on peut ne pas prendre, des fois on ne prend pas forcément le temps qu'on devrait à écouter les gens. Et du coup, dans l'association, c'est là où tu voulais en venir, dans l'association, je trouve que c'est hyper important parce que, alors c'est marrant parce que du coup, quand on est un petit peu dans le parcours entrepreneurial, on est accompagné et quand je discutais avec mon avocat il y a quelques temps, il me disait, dans une association, il y a toujours quelqu'un qui va prendre le lead. Ouais. Il y en aura toujours un des deux qui va prendre le lead. Donc j'écoute, je dis ok, pas de souci, c'est vrai. De toute façon, dans tous les cas, on peut pas tout le temps être à 50-50. Par contre, je pense que c'est hyper important, même si c'est toi ou si c'est l'autre qui prend le lead, d'écouter la personne d'à côté. Parce que tu vas apprendre de lui, tu vas prendre des bonnes idées, tu vas prendre tes bonnes idées et ça va faire normalement une bonne potion si les deux sont plutôt compétents. Donc non, mais je trouve que c'est bien. On va sur le sujet là, l'association. Est-ce qu'avant de t'associer, tu avais, comme peuvent avoir plein de gens, parce que c'est ce qu'on entend un peu partout, faut pas s'associer. On m'avait dit une phrase, à l'époque avec Johan, on avait rencontré des investisseurs, des gars qui avaient de grosses boîtes très très connues. Et ils nous avaient dit, vous savez, le bon nombre d'associés, c'est un nombre impair. Donc nous, on était en train de réfléchir, on croyait qu'ils étaient en train de nous dire qu'il fallait rentrer un 3e associé. Et ils nous disent, il doit être moins élevé que 2. Et donc on sort de là en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare pas. Non, on n'a pas eu cette pensée-là, mais souvent il y a cette image de, faut pas avoir des associés parce que blablabla. Toi, est-ce que tu avais cet a priori avant de t'associer? Ouais, je l'avais. Je pense que c'est lié aussi à l'entourage. Alors, je sais pas si c'est un cas, je sais pas si c'est directement lié à ça. Moi, j'ai mon père qui est agriculteur. D'accord. C'est de famille, on va dire. Il fait quoi il fait du bétail, il fait des céréales, Okay. Voilà, un peu tout ça. Et du coup, il s'était associé à une période où moi j'étais plus jeune. Attends, excuse-moi, je te coupe dans ton histoire. Du coup, t'as grandi là-dedans, dans l'agriculture? Ouais, alors j'ai pas grandi parce que souvent on dit agriculteur, non, j'ai pas du tout grandi dans une ferme parce que c'était chez ma grand-mère en fait. D'accord. Alors c'est à 10 minutes de chez moi. Oui, donc c'est une activité, c'est un métier. Mais j'ai
Mais vous grandi avez dedans parce que mon père, il a tout le temps fait ça depuis ses 16 ans, donc au final, j'y allais souvent. Oui, tu y allais souvent. Voilà, exactement. J'allais chez ma grand-mère, etc. Donc j'ai grandi dedans. Et t'as mis la main à la pâte quand t'étais petit? Enfin, petit, pas quand t'avais 5 ans, mais peut-être. Non, parce que je me rends compte que mon père nous a quand même beaucoup, pas éloigné de ça, mais ça reste des métiers qui sont quand même particuliers. Ouais, il vous a cloisonné. Ouais, un peu compliqués. C'est le Et métier en de mode, papa. Ouais. c'était plus en mode faites autre chose. Au final, c'est nous qui allons décider à la fin. Et puis c'est marrant parce que mon grand frère vient de reprendre du coup l'exploitation il y a quelques mois là. Donc il n'a pas réussi sa mission, mon père apparemment. Mais non, l'idée c'était peut-être plus de voilà, c'est ces métiers un peu compliqués. C'est pas forcément, on gagne pas forcément très bien notre vie. Il y a des contraintes, etc. Donc faites autre chose. Même si je pense qu'il est très heureux que maintenant un des trois ait repris l'affaire. Mais du coup, il s'était associé avec une personne et puis on entend, hein, on est des enfants, on entend, etc. Et je sais que ça s'est pas très bien terminé. Donc je pense que cause à effet, en entendant parler et tout, je me suis dit peut-être que l'association c'est pas fait pour moi. Mais au final, là, je viens de m'associer avec mon frère il y a quelques mois. Donc voilà, on se remet en question. Hein, on sait très bien des fois on s'ouvre, on essaye et puis ça veut pas dire que ça a pas marché à un endroit, ça marchera pas avec nous. Et ça peut dire que ça marche aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de difficultés avec un ou plusieurs associés dans le futur. Hein. Exactement. Après, j'essaie de beaucoup réfléchir à ça parce que l'association, alors en plus on est plutôt sur des petites sociétés, ça veut dire que on n'est pas non plus sur des associations avec des on parle pas sur des millions d'euros quoi. Donc moi je suis très à l'aise avec ça. Si un jour je suis plus en accord avec mon associé, je préfère perdre de l'argent, perdre tout ça, mais on sort, on fait chacun part de son côté et au moins il n'y a pas d'embrouille. Je déteste l'embrouille, donc comme ça au moins c'est réglé. Et donc du coup, tu reprends un studio le temps d'ouvrir? Eh ben, bonne question. Je pense que ça a été alors. En plus de ça, sortie du Covid, situation des locaux commerciaux très compliquée. Il y a eu les pré-Covid, tout ça. Donc, il n'y avait pas beaucoup de locaux sur Villeurbanne, en tout cas à ce moment-là. C'était dur à Lyon, si je dis pas de bêtises. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. En plus de ça, il y avait aussi un cahier des charges à respecter, compliqué. Et d'un côté, j'avais une solution où c'était pas du tout près, mais c'était implanté. Exactement. Et je suis très comme ça en fait. Quand il y a quelque chose, j'aime bien quand je peux le faire rapidement. Et après, quitte à tomber sur des coquilles, mais j'aime bien quand ça va vite. Et au final, ça a mis un petit peu de temps aussi, mais je me suis dit go, l'emplacement était sympa, pas loin de chez moi, bon feeling avec l'ancien propriétaire. Je dis c'est parti. Et puis du coup, virage à 360 et on part sur une reprise, pardon. Donc totalement différent, surtout que j'ai pas ouvert mon studio, j'ai repris au tout début, donc la vraie ouverture ça s'est fait après. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est pas un studio qui au moment où tu le reprends, parce que Lyon-Pardieu a bien cartonné pendant un temps, mais au moment où tu le reprends, il a pas fait partie des studios qui a le mieux vécu la reprise Covid, l'après-Covid. Non, il était fermé. Hein. Et donc quand tu le reprends, il est pas au max. En plus, j'arrive en septembre 2021. En plus, j'ai fait 6 mois de bénévolat, on va dire. Donc de septembre à la reprise officielle en mars 2022, parce que 25 ans, sortie de Covid, les prêts, les banques n'étaient pas trop pour. Donc ça a été, il y a dû travailler sur ça pour trouver la banque qui a voulu prêter. Donc pendant 6 mois, j'ai clairement bossé, on va dire, en tant que bénévole pendant 6 mois dans le studio. Et ouais, je sais pas, il restait peut-être une cinquantaine de clients à tout casser. Une cinquantaine de clients qui reprenaient juste leur séance post-Covid. Enfin, c'était compliqué, beaucoup de choses à changer, plus trop de personnel. Enfin, ouais, c'était une reprise un peu particulière, pardon. Mais en réalité, maintenant je le sais, chaque reprise, surtout sur des studios qui ne tournent pas, il y a toujours son lot de surprises. Ça, c'est un peu ta cam. Ah, j'adore. J'adore ça. Reprendre un studio qui n'a pas forcément cartonné. Ouais, j'adore parce qu'en fait, j'essaie de chercher pourquoi ça n'a pas marché. Alors souvent, c'est les mêmes... c'est les mêmes patterns. Hein en anglais, pattern, c'est les mêmes modèles. Ouais, c'est les mêmes, c'est les mêmes patterns, exactement. Et je sais pas pourquoi, parce que du coup, j'ai fait l'ouverture sur Vienne en octobre 2024, là. Ouais. Super aventure, sympa, mais j'ai moins vibré que sur une reprise. Après, je pense que ça reste personnel par rapport à ça. C'est vraiment deux sujets totalement différents. Parce qu'une reprise, on reprend des fois des coachs qui peuvent ne pas être contents, qui sont là depuis plus ou moins longtemps, ou des fois on reprend personne. Ça m'est arrivé, par exemple, sur Francheville, où j'ai repris, il n'y avait plus personne. Donc ça reste encore... d'autres missions à avoir. Et je sais pas, après je pense que c'est peut-être lié aussi à ma personnalité. Essayer d'instaurer quelque chose propre à mes valeurs et essayer de redévéloper quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais je serais chaud qu'on fasse une formation reprise de studio. Ah ouais. Oui, parce que je pense que j'ai un peu de recul maintenant sur les reprises et je pense qu'il y a des points clés sur lesquels il ne faut pas se rater. Une ouverture, rapidement on va choisir le studio à son goût. On va
recruter nos premiers coachs, mettre en place nos process, etc. Une reprise avec des gens qui sont déjà là, c'est très compliqué. Reprendre des coachs qui ont eu des habitudes avec un ancien propriétaire, il faut changer la vision, il faut amener sa vision, il faut les emmener avec nous. Et le plus dur, c'est de les emmener avec nous, parce qu'ils ont leurs habitudes. On sait que l'humain déteste le changement. Donc, c'est ça qui est plus compliqué. Et je pense que c'est des points qui sont clés. Parce que nous, il y a droit d'entrée dans une franchise. Tout à l'heure, j'en parlais, je disais que mes directeurs financiers, des fois, qui me cassent un peu les moments parce que je vais plus dans ce qui est logique plutôt que ce qu'on est dans le financier. Donc, normalement, une connerie là en live, mais quand c'est un franchisé qui reprend un studio, on ne prend pas de droit d'entrée parce que tu connais. Par contre, quand on a un extérieur qui arrive, nous, on prend un droit d'entrée quand même parce qu'il y a un accompagnement et ainsi de suite. On va voir, on va en parler avec Mika, mais je pense qu'on va faire un truc où on va, tu montes la formation, pas forcément un accompagnement, mais ça va être une formation, tu sais, format digiformat. Toi, on te rétro ça d'un budget et que, en fait, à chaque fois qu'il y a une reprise, tu touches un truc là-dessus, histoire de les amener plus au succès. Parce que là, par exemple, j'ai Nico qui reprend en Floride et j'ai dit mais appelle Lohan, appelle-le plus lui que moi parce que tu auras plus à apprendre de lui que de moi. Sur une reprise, j'en ai pas fait moi, je l'ai jamais fait. Ouais, il y a beaucoup de choses à... Et toi, tu en as 4 successful donc. Et surtout, c'est quelque chose où, alors je pense que la franchise a évolué là en 10 ans. Vous avez été moins confronté à ce genre de cas au démarrage, mais plus le nombre de studios va monter, plus il va en avoir, plus il va falloir gérer ce genre de transition. Parce que des studios qui ont fermé, il y en aura toujours. Des ouvertures, il y en a beaucoup plus, mais ça après, je pense que les ouvertures, vous les maîtrisez. Mais les reprises, moins. Moi, quand je suis arrivé, au final, les reprises, je les ai fait un peu tout seul, on va dire. Mais parce que je pense que... Oui, parce qu'en plus, même Lampardieu, à cette époque-là, nous, on ne te connaît pas. Exact. C'est que Junaid, il parle avec toi. Peut-être, j'en sais rien, mais peut-être à se dire, ouais, mais autant eux, ils vont plutôt le pousser à ouvrir notre studio parce que droit d'entrée, pas droit d'entrée. Donc, vous êtes dans votre truc, faites vos petits trucs. Moi, je me rappelle quand on entend parler de toi, c'est déjà peut-être presque fait, quoi. Limite, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est dans le studio. Bien sûr. Et c'est, il y a Lohan qui va reprendre le studio. Donc, c'est vrai que du coup, in fine, la reprise fait un peu sans nous. Et nous, il y a pas longtemps, là, on apprend, la semaine prochaine, je signe, j'ai lu tel gars qui reprend mon studio. C'est pas négocié en 2 jours, là, faut nous le dire avant. Et en plus, nous, on n'a pas les bons process pour vous accompagner. Non, mais après, ça fait partie de l'évolution, on va dire même de la franchise. C'est-à-dire que, vu que ce sujet va revenir de plus en plus, je pense que c'est important d'être préparé, de préparer les repreneurs. Parce que autant, moi, j'en reprends plusieurs, je connais maintenant le concept, je sais comment faire, mais autant, si ça, c'est quelqu'un qui reprend, qui n'a jamais fait ni d'ouverture, ni de reprise, on le balargue dans un désert, quoi. Il sait pas trop quoi faire, par quoi je commence, quels sont les points clés, tout ça. Oui, et tout en ça, plus, très, il n'a très pas le temps de important. se préparer parce que quand tu ouvres, moi je le dis à toutes les ouvertures, c'est un process. C'est-à-dire que on prend simple, entre janvier, on avait les statistiques, c'est à peu près 150 jours le délai d'ouverture d'un studio. Donc dans les 150 jours, il y a tout un process que toi tu n'as pas vécu, mais que d'autres franchises ont vécu, où petit à petit tu rentres dans le bain. Tu cherches ton local, tu cherches ton financement, tu commences à comprendre certaines choses, tu rencontres des franchisés, peut-être avec un peu de chance, tu assistes à un séminaire, et tu arrives au monde de l'ouverture, c'est une finalité de... Alors que quand tu reprends, t'es boulanger, tu viens de quitter ta boulangerie, tu passes chez le notaire et tu arrives dans le studio. Et là, il y a déjà des abonnés, il y a déjà des gens à satisfaire. Il faut maîtriser tous les aspects entrepreneuriaux, tous les aspects de coaching, d'accompagnement, tous les aspects de franchise. Management aussi. Ouais, c'est tout d'un coup. Donc c'est différent et je suis d'accord. Alors l'ouverture, je l'ai vécu après, j'avais déjà des studios. T'as le temps en fait. T'as le temps entre la recherche de local, les travaux, le recrutement. Tu t'es accompagné, t'as des formations, on te briefe sur beaucoup de choses. Et t'as le temps. Et puis quand tu ouvres, en réalité, tu démarres pas avec tout de suite des adhérents. Sauf pour ceux qui sont très très forts et qui font 200 adhérents sur le premier mois. Mais au moins sur les 2 premières semaines, il n'y a que des séances d'essai en fait. Tu démarres avec rien. Pas d'insatisfait. Tu démarres avec des nouveaux. Et après, c'est à toi de les satisfaire sur le temps. Là, tu démarres, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui ont été prélevés parce qu'ils ne devaient pas être prélevés. Enfin voilà, c'est des trucs, c'est des trucs de merde. Il y en a, ils ont pas payé depuis 4 mois. Enfin voilà, tu redémarres avec des trucs. Il y en a qui ont des abonnements à moitié prix. Enfin voilà, tu trouves de tout. Il y a tout ça. Donc c'est des choses où il faut être préparé et il faut savoir faire la transition et expliquer aussi aux gens. Parce que on parle à des humains. Nos abonnés, nos adhérents, c'est des humains. Donc il faut expliquer, il faut amener du changement, etc. Tu serais chaud. Moi, j'ai jamais voulu qu'on reprenne nous des studios.
parce que notre métier, c'est pas celui-là et je sais que ça demande de l'argent, de l'énergie, tout ça, mais sauf qu'à un moment donné, je m'étais dit, il faudra peut-être qu'on monte une structure séparée et une filiale. J'en ai parlé à 2-3 personnes dans le passé, là, finalement, ça s'est plus ou moins fait, je dirais moins. Demain, je te dis, on monte une structure. Je suis pas en train de parler de réparation de parc, j'en ai rien à cirer, c'est pas du tout mon moteur. On monte une structure et on reprend tous les studios qu'il y a à reprendre et nous, avec l'appui de la franchise et du coup la crédibilité bancaire, de se dire que ce ne sera pas une difficulté à avoir les financements, à les récupérer et ainsi de suite. Oui, parce qu'en plus, ça rentre dans ma stratégie. C'est-à-dire que, alors après, ça dépend des zones, etc. Mais comme je t'ai dit, il y en a de plus en plus. Et il y en a. Et il y en a des fois qui ne fonctionnent pas alors qu'ils devraient fonctionner. Oui. Et je le remarque encore de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des fois, dans des zones, il y a des studios qui tournent. On se dit, bon, bah, il n'y a pas grand monde. Comment c'est possible? Comment ça marche? Mais ça marche, en fait. Ça marche. Donc, il n'y a pas de mauvaise zone. Et je m'en rends compte de plus en plus, il n'y a pas de mauvaise zone. Ça peut fonctionner de partout. Maintenant, il faut juste mettre les bons process. Et encore une fois, comme je dis, j'ai jamais rien inventé. J'ai respecté ce qu'on m'a dit. Après, on amène chacun sa touche personnelle. Mais on sait ce qu'il faut faire. C'est tout. Et oui, ça me chauffe. Ça me chauffe. Ça fait déjà pas mal. Et du coup, sur la reprise d'entreprise, moi, ça, c'est un truc, parce que là, bon, tu fais ça, du coup, tu le découvres un peu sur le terrain. Mais il y a peut-être des gens qui vont regarder ou qui vont penser, ou qui veulent reprendre un studio Aeromifit ou n'importe quoi autre chose, reprendre l'activité des parents. Et il y a un sacré marché sur la reprise d'entreprise. Il y a une fille que je suis aux États-Unis qui s'appelle Cody Sanchez qui est là-dedans. Il y a aussi une fille qui fait ça ici en France, là, sur ce marché-là. Et qui dit qu'en fait, il y a un marché, ça, les gens, c'est qu'il y a tout un tas de personnes, des entreprises, qui a une entreprise qui tourne depuis 30 ans et qui arrive en retraite. Et il va falloir en faire quelque chose. Pas forcément des enfants qui ont envie de la reprendre. Donc, du coup, il faut la vendre. Et les gars, ils galèrent à vendre. Pourtant, c'est des activités qui sont rentables, qui sont même avec des anciens process. Donc, tu mets un peu d'IA, un peu d'automatisation, un peu de Notion, un peu de je sais pas quoi. Et du coup, tu peux même les faire grimper en productivité. Et tu as dit un truc qui est hyper intéressant. C'est tu dis, l'ouverture m'a fait moins vibrer que la reprise. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans une reprise? C'est de te dire, c'est quoi? C'est de prendre quelque chose qui devrait être un diamant, qui n'est pas considéré comme un diamant, et que tu vas réussir à polir et en faire un diamant, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est le projet. En fait, on récupère alors, dans un bon, moyen, mauvais état, ça dépend des structures. Et puis il y a le studio et il y a l'entreprise aussi. Alors après, puis ça dépend sous quelle forme tu reprends. Fonds de commerce, part sociale, etc. Bon, moi je fais que des fonds de commerce, mais des fois on peut reprendre des parts sociales. Parce que, alors je dérive un peu du sujet, mais non, c'est très bien, parce que justement, tu vas sur un sujet qui est juridique que les gens vont peut-être sous-estimer. Qui est très très important, c'est-à-dire que, enfin moi en tout cas, et bon après j'ai été beaucoup conseillé sur ça, mais sur une reprise de studio qui ne fonctionne pas, le conseil souvent c'est de reprendre le fonds de commerce pour ne pas récupérer l'ancienneté de l'entreprise et repartir sur quelque chose de propre. Maintenant, pour un acheteur et pour un vendeur, des fois ce qui est le plus intéressant, c'est de reprendre les parts. Et du coup, il y en a dans le réseau des collègues qui ont repris des studios sous forme de parts sur des studios qui tournaient. Parce que ça aussi, ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive dans la franchise, qui veut un studio et qui au final n'est pas forcément attiré par une ouverture, mais il peut très bien se dire, bon bah, quels studios sont en vente et quels studios tournent. Parce que c'est plus facile de reprendre une activité qui tourne, qui est rentable, niveau bancaire, niveau, on va dire, organisation, etc. Et dans ce cas-là, on peut aussi voir cet aspect part sociale, qui aussi coûte moins cher. Alors, juste pour précision, quand tu dis parce qu'en fait, quand on reprend les parts sociales, on reprend une société qui tourne depuis un certain temps, qui peut avoir des dettes arriérées, impayées ou n'importe quoi, par exemple d'URSSAF, en général c'est le plus dangereux, mais c'est URSSAF, TVA, des fournisseurs, des prêts. Et en fait, quand tu viens, tu le récupères, c'est peut-être pas dans le bilan parce qu'on l'a peut-être pas vu ou quoi que ce soit. Bon, il y a une garantie de passif en général pour ce genre de choses-là, mais tu prends quand même le risque qu'il y ait un prud'homme que tu n'as pas vu. Et que, parce qu'un prud'homme, ça fait 2 ans la procédure au prud'homme, mais du coup, tu récupères la société, c'est toi qui prends le prud'homme. Donc si tu perds 15 000 balles au prud'homme, il va falloir le payer parce que c'est la société qui est attaquée et c'est pas la personne en elle-même. On est d'accord avec ça? Exactement. Et ça m'est arrivé sur un des studios que j'avais repris où, alors c'était pas moi qui avais repris les parts sociales, mais le précédent, où il y avait une école qui n'avait pas été payée et 2 ans après ils reviennent à la charge, faut nous payer. À Francheville. Oui, mais c'était l'ancien gérant. Et après il s'est retrouvé à payer pour l'ancien gérant. Ouais. C'est des petites particularités, mais au final, alors ça joue. Est-ce que c'est de savoir si le studio marche ou pas,
Ou est-ce qu'il n'y a pas ainsi, parce que moi j'ai eu des conseillers, des franchisés qui me disent ouais mais lui ou elle veut que je reprenne les parts sociales. Il y a aussi, bon je dis jamais sûr de rien, mais aussi il y a le profil du ou de la gestionnaire où quand tu vois que c'est quelqu'un qui est hyper carré, je crois que quand on a parlé de numérologie, on nous a dit le 4 il est hyper carré. Si tu vois que la personne c'est quelqu'un qui est papier carré, bleu, qui paye jamais rien en retard, tu as moins de risques potentiellement d'avoir une coquille, alors on dit cachée, elle n'est pas forcément cachée, mais non apparente, qu'avec quelqu'un qui est un peu un bordel. C'est Ça joue. Ouais. Ça joue. Il faut savoir aussi à qui on fait affaire, je pense. Après, si on connaît pas la personne, des fois, il vaut mieux pas trop prendre de risques sur ces sujets-là. Mais si la personne est plutôt carrée, on peut explorer les deux manières de fonctionner. Après, sur des entreprises qui ne tournent pas, il faut faire attention. Parce qu'une entreprise qui ne tourne pas, souvent, quand l'entreprise ne tourne pas, on essaye de remonter la barre, et il y a du temps. Et sauf que le temps qui se passe, c'est des dettes qui se creusent et au final, à la fin, on se retrouve un petit peu, c'est le serpent qui se mord la queue, on se retrouve un petit peu dans un système où on ne sait plus comment en sortir. Et quand on reprend une entreprise qui est dans ce cas-là, et après, vaut mieux repartir sur de bases. Il faut avoir du cash, de la trésorerie pour pouvoir faire tourner et se dire. Parce que malgré tout, quand tu prends une entreprise qui a par exemple 2 ou 3 bilans négatifs, si je dis pas de bêtises, je suis pas un grand pro dans la fiscalité, mais si je dis pas de bêtises, tu as un report de dette et par contre, tu peux bénéficier d'un effet fiscal et de payer moins d'impôts, moins d'IS par la suite. Ça peut avoir aussi des avantages de se dire j'ai récupéré un studio qui a fait pendant 3 ans des pertes, je sais pas, chiffre rond pour faire simple, à perdu 100 000 balles, potentiellement tu auras une assiette d'imposition pendant tes 100 premiers 1000 bénéfices. Où tu payes pas d'impôts. Ouais. Donc pour le coup là, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a toujours des avantages et des inconvénients en fait. Il faut un peu peser le pour et le contre. Non, et puis après il y a différentes manières de reprendre parce qu'en réalité, chaque reprise que j'ai faite, c'était d'une manière différente. C'est-à-dire que je pense que j'ai exploré beaucoup de manières. Après, ça peut être un sujet à proprement parler, mais j'ai fait autant de la reprise de fonds de commerce classique, j'ai fait de la location-gérance. Je ne sais pas si certains connaissent, mais la location-gérance. Avec option d'achat à la fin ? Avec option d'achat à la fin. J'en ai repris un au barreau, c'est-à-dire devant le tribunal du commerce. Là, c'était le plus récent et ça, c'est encore. Moi, j'ai adoré. Je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être au lycée devant mes profs en mode. Donc, tu es allé au tribunal de commerce ? Exactement, avec mon avocat. Et puis, tu allais expliquer Exactement, tu présentes au juge qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas redresser la barre. Et il pose des questions. Comment vous allez redresser la barre ? Après, faut répondre et il faut expliquer. Puis ils viennent des fois titiller sur certains points. Typiquement sur la reprise de Salaise. Oui, mais Salaise, c'est tant d'habitants. Pourquoi comment vous savez que ça a marché ? Boum, on pose cette question-là. Après, il faut avoir les arguments pour pouvoir. Parce que de ce que j'ai compris, ces juges-là, en plus, c'est des chefs d'entreprise en fait. Oui. Donc eux, ils connaissent leur sujet et ils savent sur quel point il faut appuyer. Et après, c'est de l'échange et puis après, c'est soit ils laissent la chance, soit ils laissent pas la chance. Parce que si je dis pas de bêtises, je l'ai jamais vu. Quand tu récupères un commerce à la barre, il y a certainement des dettes. Oui. Il y en a certainement qui vont être. En fait, toi, tu vas racheter un montant, tu vas pas acheter le montant des dettes. Tu vas dire, moi, admettons, il y a 150 000 € de dettes. Moi, je suis OK pour le racheter pour 70 000 €, quelque chose comme ça. C'est ça. Et ils vont effacer une partie. Donc, ils veulent savoir si tu vaux le coup, s'ils peuvent croire en toi en se disant, OK, on va effacer ça. Mais. En réalité, il y a les dettes. Et il y a ce que nous, on va proposer. Okay. Est-ce que je suis tout seul ? Est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent proposer ? Et au pire des cas, avec le matériel qui est à l'intérieur du fonds de commerce, qu'est-ce qu'ils pourraient récupérer en termes d'argent avec ce matériel-là ? Et après, ils posent le pour et contre. Donc, il faut réussir à faire une offre qui est pas trop basse mais pas trop haute et qui serait plus importante que le matériel mais qui permettrait aussi de combler quelques dettes, sachant qu'en plus après eux ils ont une liste, c'est-à-dire que le salarié est prioritaire. Oui, il y a un ordre de priorité. Après il y a l'URSSAF, après il y a les banques, et puis il y a un ordre de priorité et puis après tous les petits fournisseurs ça vient à la fin quoi. Nous on passe à la trappe. Ouais. Nous parce que exactement. On a eu déclaré des dettes sur certains de ces studios-là et on sait très bien qu'on ne le récupérez jamais. Et c'est les salariés et les priorités. Exactement. Et puis sur des plans de reprise comme nous ça a été fait, ça reste quand même du risque parce qu'on récupère des salariés, on récupère leurs congés payés, on récupère tout ça, les salaires s'il y a eu des impayés, ça reste quand même des charges. Après c'est, comme je dis, moi en tout cas j'adore et puis ça me fait ouvrir à beaucoup de sujets et beaucoup de connaissances surtout. Parce que là tu vis des trucs, là ce que tu expliques, c'est des trucs que potentiellement un entrepreneur ne vivra pas s'il ne vit pas une liquidation et vit pas bien, parce qu'il y en a qui vont vivre une liquidation et qui vont là. Mais du coup c'est hyper intéressant parce que tu apprends du coup le côté financier, le côté juridique. Et qui est très important. Exactement.
Moi, comme je dis, hein, là sur mes 4 dernières années, j'ai jamais autant appris. Et tous les jours, j'ai envie de connaître tout ça parce qu'au final, on est en lien avec des partenaires, avocats, comptables, etc. Mais je trouve que c'est important de comprendre en fait ce qu'on fait et comprendre ce qui se passe. En tout cas, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je veux tout comprendre. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je veux comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça, à quoi ça sert, etc. Parce que je pense que c'est important après dans le management et la gestion de son entreprise. Je suis un peu comme toi. Alors, il y a certains sujets plus et d'autres moins. Mais par exemple, le juridique, moi, je dis toujours, là, par exemple, on avait un sujet, je disais à la juriste, je disais, je veux comprendre où on va aller. Je veux pas que l'avocat fasse sa démarche. Je veux qu'il m'explique la démarche. Je veux comprendre où est la démarche pour potentiellement pouvoir déjà m'impliquer dedans. Peut-être que je vais avoir pensé à quelque chose qui est assez intéressant. Et pour apprendre en futur, on en a besoin. Et en plus, et ça, c'est un truc que moi j'ai appris dans le livre sur l'histoire de Netflix. Il y en a 2 de livres, mais il y en a, c'est La règle, pas de règle. Et à un moment donné, ils expliquent la différence entre le contexte et le contrôle. Et ils disent qu'ils ont mis en place donc, une culture d'entreprise, et notamment de contexte, pas de contrôle. Et de contexte, c'est de dire, t'es juriste, je sais pas le terme, mais je suis ton N+1. Et en plus, dans le livre, il parle de N+1. Je suis ton N+1. Je vais pas dire comment tu dois faire ton travail, je vais dire ce que tu dois faire et je vais donner du contexte. C'est-à-dire qu'il faut que je te donne le bon contexte. Parce que si tu as un avocat, si ton avocat, tu lui expliques par exemple une reprise et tu lui donnes pas le bon contexte, il va pas pouvoir te conseiller. Mais pour lui donner le bon contexte, il faut que tu arrives à savoir qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'intéresse pas. Parce que lui, savoir s'il y a un pot de fleurs dans le studio, ça l'intéresse pas beaucoup. Par contre, savoir qu'une information sur un salarié ou sur un ci ou sur un ça c'est quelque chose qui peut vraiment peser dans la balance et que quand tu te retrouves à la barre, tu peux expliquer et ainsi de suite. Donc comprendre pour pouvoir donner du contexte derrière, c'est indispensable. Moi, je suis hyper aligné avec toi. Ah mais obligé. Et puis il y a même des fois où il y a des choses qu'on va pas comprendre. Et faut demander, faut redemander l'explication s'il faut. Oui. Et il faut rentrer, il faut creuser le sujet. Il faut pas rester sur des choses où soit qu'on n'a pas compris, soit qu'on ne connaît pas. Hyper important, surtout quand on parle de reprise d'entreprise sur une entreprise qu'on ne connaît pas, un studio qu'on ne connaît pas. Encore une fois, c'est autre chose qu'une ouverture. J'y réfléchissais, c'est en fait on arrive chez quelqu'un pour la première fois, on sait pas où sont les toilettes, on sait pas. Bon, j'extrapole un peu le truc, mais on connaît rien. Donc il faut s'intéresser, il faut creuser, il faut découvrir, et après, s'il y a des choses qu'on connaît pas, on demande, on pose la question. Tout à l'heure, je parlais avec Sarah de la maison individuelle. Moi, j'ai de la rénovation et j'avais un beau marché de la rénovation parce que personne ne fait de la rénovation. Parce que quand tu achètes une baraque ou un appartement ou un immeuble pour le rénover, ou quand tu prends des travaux, que tu dois faire un devis pour rénover un bâtiment, comme tu dis, quand tu vas casser, tu vas enlever une pierre, tu sais pas ce que tu auras derrière. Tu sais pas si tu auras du béton, tu sais pas si tu auras du sable, tu sais pas si tu auras des cailloux, tu sais pas, finalement, ça va peut-être te coûter un peu plus cher. Tu vas devoir improviser, tu vas devoir t'adapter. Peut-être tu avais prévu de faire une fenêtre, il faudra faire une porte-fenêtre parce qu'en fait, la fenêtre, tu ne pourras pas la faire. Et il y en a qui ne font que de la construction neuve et il y en a qui vont ne faire que de la rénovation. Et je pense que ça dépend des personnalités. Ouais. Il y en a qui adorent ça. Et en plus, sujet intéressant parce que là, j'ai refait des travaux dans le studio de Pardieu et un vieux immeuble, souci, le sol qui gondole, bref, on pète et on découvre des choses. Ouais. Et là, on se dit, ah d'accord, c'était comme ça. Ils ont fait comme ça. D'accord. Bon, ok, il faut rajouter 3000 balles sur la facture, quoi. Voilà, c'est des choses qu'on découvre et ça fait partie du truc. Et alors, moi, dans le bâtiment, je sais que je serais plus branché rénovation plutôt que maison individuelle. Mais après, encore une fois, c'est comme ça dépend des personnalités. Il y en a qui aiment bien quand c'est plutôt carré, plutôt propre, même pour les artisans d'ailleurs. Oui, simple, rapide, efficace. Exactement. Et d'autres où tu t'adaptes. Tu sais exactement les matériaux dont tu auras besoin, les mecs qui sont. Comme une ouverture, tu sais qui tu dois recruter, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu dois faire. Là, tu t'adaptes. Il y a quelqu'un il y a un coach qui faisait de cette manière-là et c'est pas la bonne. Bon, faut lui expliquer, lui faire comprendre. Et là, c'est plus compliqué. Faire comprendre, transmettre, donner pas les bonnes directives, mais leur expliquer pourquoi on fait ça et pourquoi on fait pas comme ça, c'est ça qui est le plus difficile. Ok. Et tout à l'heure, tu as évoqué aussi le fait de s'associer. Donc, si je dis pas de bêtises, donc tu as été associé avec ton frère, franchisé qui était déjà actif. Oui. Et avec un de tes managers. Exactement. D'accord. Donc, tu as 3 profils en plus différents. Donc, tu es passé de j'ai peut-être peur de m'associer parce que on m'a toujours dit que c'était le grand méchant loup, il faut pas rentrer dans la tanière. Et là, maintenant, tu as 3 types d'associés différents en plus. Donc, tu as un manager, donc tu avais une hiérarchie avec lui. Exactement. Un franchisé qui est déjà actif, qui a déjà son studio qui tourne, même ses studios, si je dis pas de bêtises, il y a déjà 2 studios qui tournent, qui fait à sa manière. Donc là, c'est le sujet là qu'on va évoquer. Encore un deuxième. Et ton frère, là en plus la famille. Et encore différent. Et c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore parce que mon frère, en plus c'est mon petit frère, relation grand frère, petit frère,
une manière de gérer, je pense que la confiance est là. Bon, après, encore une fois, ça dépend des personnalités, mais moi, j'ai confiance en lui, il a confiance en moi. On va dire que c'est l'association la plus facile. Mais aussi, c'est l'association qui peut faire le plus de mal. C'est-à-dire que c'est la famille. Donc, il faut faire attention, il faut séparer le pro et le perso. Ensuite, il y a l'association avec Kian, sur Bourgoin. Encore une fois, je me suis associé avec lui parce qu'on a les mêmes valeurs, on travaille de la même manière. Il y a des disparités, toujours. De toute façon, on aura toujours aussi nos propres manières de fonctionner. Vous êtes beaucoup connus avant? Parce que moi, je ne le sais pas, parce que nous, on n'est pas avec vous au quotidien. Ouais. Donc, des fois, il y a des amitiés, enfin, des fréquentations qui se font que nous, on ne sait pas. Vous voyez, vous échangez, c'est comment? Eh ben, on se voyait pendant les séminaires et pendant les réunions régionales, en réalité. Okay. Et le projet Bourgoin, il s'est fait à une réunion régionale, en réalité. Oui, donc c'est pas un truc où c'est un franchise des voisins, vous voyez tous les week-ends, faites la brigade ensemble et tout ça. Vous voyez une fois par an au séminaire, 2 ou 3 fois par an en réunion régionale. Et en réunion régionale, vous entendez qu'il y a un studio à reprendre? En gros, moi, je savais parce que l'ancienne propriétaire m'avait sollicité, donc je lui ai dit que j'étais intéressé. De base, c'était un projet que je devais faire tout seul. Et en réunion régionale, on en discute, tout ça. Et puis Yann vient me voir et me dit, putain, ça a l'air intéressant et tout. Et écoute, si t'es chaud, moi, je suis chaud pour faire avec toi. Je dis, écoute, vas-y, on en reparlera. Enfin bref, on les connaît, les phrases, on en reparlera. Et puis, je me suis dit, on laisse passer. Puis 2 jours après, il me renvoie un message. Je dis, c'est qu'il a l'air plutôt motivé. Donc, on échange. Moi, j'avais déjà 3 studios. Je venais juste d'ouvrir Vienne, donc déjà une bonne charge de travail. Donc, je me suis dit, en vrai, why not, quoi. Et puis, on discute comment on fonctionne, etc. Et puis après, ça s'est fait. Donc, c'est des opportunités à chaque fois. J'aurais dû le faire tout seul, je le fais à 2. Enfin, je m'arrête pas sur une idée. Ouais, t'as pas une idée, t'as pas une règle. Non. Des fois, tu viens comme ça vient, tu analyses un petit peu, tu sens avec ton instinct. Ouais, je pense que c'est l'instinct. Parce que des fois, on me dit, c'est quoi tes projets là? C'est rien. Mes projets, ils changent des fois d'un jour à l'autre. Ah ouais. Ils vont arriver. Des fois, autant je te dis, moi, j'en ouvre encore 3. Au début, je m'étais dit, j'en fais 3, j'arrête. Ouais, au final, non, pas du tout. Donc, je me bride pas. Je me bride pas. Puis, je sais qu'il y a des choses des fois qui fonctionnent pas. Mais bon, on se remet en question, on repart, on fait autre chose. Et puis. Il y a beaucoup de gens qui ont cette mission, je dirais, parce que c'est pas réel, que nos salariés nous appartiennent. Donc, le mec, on dit en plus non salariés, mais que les salariés de notre entreprise, là, ils nous appartiennent. Et on a toujours peur qu'ils s'envolent, ils partent, ils ouvrent un studio. Nous, on a eu des fois des franchisés, toi, t'en as peut-être fait partie, je critique pas du tout, mais il y en a qui nous ont dit, ouais, mais attendez, vous avez parlé d'ouvrir un studio, alors que nous, on n'en parle pas forcément, je vais pas dire qu'on répond pas, mais tu es au bureau, des fois, c'est funky, les gens, ils sont en mode, vas-y, je veux en ouvrir un. Et du coup, toi, t'as un manager, j'imagine qu'il doit bien faire tourner le studio, et tu l'impliques, tu t'associes avec lui. C'est toi qui le proposes, c'est lui qui te demande, c'est quoi? Ouais, et en plus, cette histoire, moi, je trouve qu'en plus, c'est, au final, la finalité, c'est la plus gratifiante de toutes, on va dire. Parce que Antoine, du coup, de 2022, novembre 2022, je reprends le studio de Francheville et en réalité, je le recrute en octobre 2022. Donc en fait, c'est même pas acté que je reprends le studio, que je l'avais recruté. Petite prise de risque quand même, mais voilà, plutôt marrant. Donc on reprend et après, évolution, au bout d'1 an, il prend la responsabilité du studio. Voilà, quelqu'un sur qui j'ai entièrement confiance, avec qui je m'entends bien. Il y a quelque chose sur lesquels je m'appuie beaucoup. C'est ces systèmes de hiérarchie où je déteste ça en fait. En vrai, on est une équipe, il n'y a pas de hiérarchie, on bosse tous pareil, on fait tous les mêmes tâches. Ça veut dire que si moi je coach aujourd'hui, je vais autant faire la serpillière que toi tu feras la serpillière. On s'en fout en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Donc on a fonctionné comme ça. Et puis après l'opportunité, il voulait se développer, il voulait évoluer. En plus de ça, déménager un peu plus dans le sud. Et arrive ce projet Salaise où l'ancien propriétaire me rappelle, écoute, voilà, je vends mon studio, machin. Je dis écoute, et je lui en parle, je lui dis écoute, voilà, il y a ça. Il y a Salaise qui se vend. Est-ce que tu es intéressé? Oui, non. Il réfléchit, il me dit oui. Bon, go. Et c'est parti. Et pourtant, au final, j'ai plus à perdre parce que c'était un petit peu le pilier. Oui, c'est le pilier de Francheville. Mais par contre, en réalité, trop bien. Je me dis trop bien. En plus, ça va dans l'évolution de sa carrière à lui. Moi, au final, j'ouvre une unité en plus, en réalité. Et puis, j'ai appris aussi que personne est irremplaçable. Que ce soit moi, que ce soit un autre. C'est-à-dire qu'on perd un élément, on le remplace. Peut-être qu'on trouvera mieux, peut-être qu'on trouvera moins bien, mais on va faire avec. Et puis, on va avancer comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et de plus en plus, je m'en rends compte. Personne n'est irremplaçable, ça fait peur, mais ça fait partie aussi de l'évolution de chacun. Tu apprends tout ça là, que tu évoques là, tu apprends sur le terrain. Alors moi, je dis ça parce que moi, je lis et j'écoute des podcasts. Comment tu t'instruis? C'est marrant parce que je détestais lire. J'ai toujours détesté lire au collège, lycée, je lisais une page sur 3, sur 4. Je m'étais fait embrouiller par une ou deux profs quand même par rapport à ça. Mais je détestais ça et puis j'ai appris à le faire. Et en fait, je me rends compte qu'il faut
faut lire ce qui nous intéresse. Et du coup, là, depuis, c'est tout récent, ça doit peut-être faire 2 ans maintenant, je commence à lire des livres. Et je me surprends d'ailleurs. Je déteste me poser sur quelque chose. Donc, et maintenant, j'arrive à le faire. Je me pose, je lis des livres et c'est hyper intéressant. Donc, je m'instruis sur ça, je regarde beaucoup de vidéos et sur différents sujets. Oui, pas qu'un. Pas qu'un. C'est de prendre l'apprentissage de partout. Beaucoup le sport, Ouais. l'entrepreneuriat, ça c'est sûr, mais j'essaie même de m'ouvrir à tout. J'adore l'histoire, je m'ouvre beaucoup à l'histoire. C'est laquelle ta période préférée? Moi, c'est les guerres mondiales. Les guerres mondiales, c'est ma période préférée. Ok. Je me suis beaucoup instruit sur ça. Après, j'aime toute l'histoire, c'est-à-dire que même l'histoire de France, même d'autres pays, etc. J'adore ça. Donc, je m'instruis aussi par rapport à ça. Donc, ouais, vidéos, livres. Un petit peu tout. Et je pense que, en fait, même sur l'histoire, des fois l'histoire va être liée à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on va comprendre des choses de maintenant par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc c'est ça que j'aime bien. Il y a un mec que je suis beaucoup qui s'appelle Idriss Aberkan, qui parle beaucoup d'histoire et qu'on appelle ça. Et justement, une des vidéos, il parle beaucoup de l'Empire romain et de la période, de cette période-là de l'Empire romain et comment ça nous apprend des choses pour l'entrepreneuriat. Donc tu sais, tu te retrouves à écouter. Et du coup, grâce à lui, j'allais dire à cause de lui, mais grâce à lui, moi aussi, je commence à essayer d'écouter parce qu'il te raconte des périodes de l'histoire. Au moins, il raconte pourquoi on dit l'argent n'a pas d'odeur. Et en fait, apparemment, c'était un empereur romain qui, justement là, il récupérait les urines de Rome et je sais plus ce qu'il en faisait parce que tu extraire un produit pour, je veux dire, bon. Et du coup, son fils qui dit ouais, mais toi tu vends de la pisse, il dit ouais, l'argent n'a pas d'odeur. Et c'est de là que c'est venu. En tout cas, selon Idriss Aberkan, c'est comme ça. Et donc, il te raconte cette histoire là d'un empereur romain qui est l'empereur de Rome. À cette époque-là, c'est l'homme le plus puissant du monde et qui a réfléchi en mode business, en mode il y a une problématique, comment je peux le monétiser. Et du coup, je me suis mis à prendre des livres sur l'histoire, sur Audible et essayer de moi aussi apprendre ces choses-là au travers de ça. Donc moi aussi, c'est pour ça que je te demandais et puis l'Empire romain, c'est une sacrée période que d'ailleurs j'ai écouté il n'y a pas très longtemps et hyper intéressante. On y apprend beaucoup de choses, même sur le sens des mots, l'explication des mots qui sont des fois pas mal tirés de l'histoire. T'as écouté un peu des trucs sur Marc Aurèle Ouais, je les ai regardés. C'est incroyable. Marc Aurèle, là, je suis en plein dedans. Là. Ouais, non, franchement, c'est. Après, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça, mais l'histoire, je trouve que c'est important et très, très enrichi. Est-ce que quand tu vis quelque chose, parce que là, depuis tout à l'heure, tu me donnes des vraies leçons là d'entrepreneuriat, est-ce que quand tu vis quelque chose, tu vis une situation, tu es en mode, je dois apprendre, même si c'est inconscient, parce que là, depuis tout à l'heure, tu me donnes des leçons, si tu t'en rends compte, hein, mais ça, je parlais de proposer une formation, parce qu'en fait, moi, je vois un formateur, là, on en a besoin. Est-ce que tu penses que les gens devraient être plus attentifs à ce qu'ils vivent au quotidien, dans une expérience, qu'un salarié, plutôt que de rester focalisé sur le problème ou ce que j'ai vécu, de dire quelles leçons je peux en tirer et comment je peux apprendre pour transmettre ou pour évoluer dans le futur? Est-ce que c'est ce que tu fais? Oui, parce qu'en réalité, chaque situation, en plus de ça, on a une émotion nous, qui arrive tout le temps. Enfin, sur une situation, je vais prendre un exemple tout bête, mais quelqu'un qui est là depuis 1 an et demi, qui débarque du jour au lendemain et qui nous dit je veux partir. Là, on va avoir une émotion. Et il va se passer un échange, etc. Et au final, la conséquence, elle va arriver et il va falloir qu'on apprenne de ça. Pourquoi elle a voulu partir? Alors, je pense l'exemple là. Pourquoi elle veut partir? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour pouvoir la garder? Est-ce qu'au final, on lui propose un salaire maintenant, mais on aurait peut-être dû l'anticiper, le proposer avant, plutôt que ce soit elle qui vienne nous le demander? Et c'est ça qui l'a fait partir et qu'elle part sur autre chose. On est obligé de se poser constamment des questions sur pourquoi ou comment. Et ça, je trouve que c'est important. Et on en apprend tous les jours parce que, je pense que tous les entrepreneurs en général, on doit répondre à des problèmes tous les jours. Après, il y a des problèmes mineurs, des problèmes majeurs, mais on doit répondre à des problèmes tous les jours. Et du coup, on apprend tous les jours. Et il faut tirer des leçons de chaque problème. Ça, pour moi, c'est très important. Je sais pas si tu le fais. Moi, je le fais pas vraiment parce qu'on me l'a dit, mais je le fais pas vraiment au quotidien. Justement, par rapport ils disent qu'il faut aller chercher 5 fois pourquoi. Pourquoi il est parti? Parce qu'il sentait pas bien. Et là, une fois, on s'arrête là. Mais pourquoi il sentait pas bien? Pourquoi il sentait pas bien? Pourquoi? Il sentait pas bien parce que l'atmosphère n'était pas vraiment bonne, était un petit peu néfaste avec les autres salariés. Pourquoi l'atmosphère était néfaste que manager? J'ai un peu laissé faire entre eux et nani. Pourquoi j'ai laissé faire entre eux? Parce que je pensais que le management... Et en fait, ils te disent d'aller creuser, je crois que c'est 5 fois. Et en général, souvent, sur un process ou sur un humain. Pourquoi il est parti? Parce qu'il sentait pas avec son manager. Putain, le manager, c'est un pourquoi. Et ça, c'est un truc, je l'applique pas vraiment, je le dis, c'est un concept qui fait vraiment beaucoup de sens, ou alors peut-être je le fais machinalement, parce que si je dis pas de bêtises, ils disent que c'est le principe. Et t'as un mec comme Elon Musk, lui, qui a cette capacité à aller directement au dernier. Et principe premier, c'est je vais directement au dernier pourquoi, je m'arrête pas. Donc le chemin psychologique de ces gens-là,
Et je dis pas que je suis comme Elon Musk, pas du tout. Mais il y a peut-être des gens qui le font un peu plus naturellement, qui vont chercher un peu plus loin dans le. Et il y a des gens qui vont s'arrêter au premier, il y a des gens qui vont avoir tendance peut-être à travailler sur le troisième directement. Il y en a des gens qui sont hyper forts à aller chercher le troisième. Mais ils te disent de faire ça. Et puis il faut creuser en fait. Et même personnellement, c'est important de creuser parce que faut partir du principe où on a toujours une part de responsabilité dans ce qui se passe. Et l'erreur serait de penser qu'on n'a rien à se reprocher, que nous on a tout fait parfaitement et que le problème ça vient de son côté. Non, en réalité le problème il vient de notre côté, même si ça reste minime, des fois le minime fait que c'est ça l'élément déclencheur. Donc pour moi c'est important de savoir qu'est-ce que moi j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire et peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette conséquence-là. Et après, mais ça c'est un cheminement qu'il faut avoir et je pense c'est pas tout le monde qui peut le faire et c'est pas tout le monde qui le fera. Parce que pour certains, et je le vois, pour certains des fois on pense qu'on est parfait. Non, on n'est pas parfait et sur beaucoup de choses. Ça revient au principe de Marc Aurèle, c'est des principes philosophiques où ils disent t'es responsable de tout, c'est prends la responsabilité de tout. Et ça marche sur du pro et du perso. C'est parfait. Du coup, on en arrive sur l'équilibre vie pro, vie perso. Tu me dis qu'on est dimanche, c'est 14h et qu'il y a ta femme qui est au bord de l'accouchement. Et comment tu arrives à... On a beaucoup ce mythe-là de l'entrepreneur, justement, le qui cartonne. Tu arrives à trouver ton... Est-ce que tu arrives? Comment tu arrives? Dans ta vision à toi, est-ce que tu arrives? Dans sa vision à elle, est-ce que tu arrives? Parce qu'on a toujours un peu biaisé des fois. Et dis-nous tout là-dessus. Je pense déjà c'est important de... Alors, elle va avoir sa vision, je vais avoir la mienne. En tout cas, elle m'accompagne beaucoup. Elle me laisse faire, donc ça déjà c'est quelque chose qui est vraiment importante. En plus elle est sur le point d'accoucher, donc des fois je lui en demande un peu trop, mais c'est normal. De toute façon, à partir du moment où on entreprend des choses, il y aura du déséquilibre à certains moments. Il faut juste arriver des fois à remettre les deux pieds sur terre et à se dire qu'est-ce qui est le plus important. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler parce que, et elle me le reproche beaucoup, où des fois quand je veux faire un truc, je le fais à 100%. Quelque chose un exemple de merde, mais je vais m'engager sur une saison au foot, je vais le faire à 100%. C'est-à-dire que des fois, je vais vouloir aller à l'entraînement tout le temps, je vais vouloir faire ci. Sauf que je peux pas tout faire. Donc bon, c'est un reproche, comme des fois ça peut être une qualité. Et c'est important de travailler sur ça. Et moi, il faut que je travaille sur ça. Maintenant, l'équilibre, j'arrive à l'avoir. On a eu notre première il y a 3 ans. À ce moment-là, j'avais qu'un seul studio. Donc c'était le début, on va dire. Ensuite, il y a eu le deuxième, etc. Mais je me suis dit que, et puis aussi lié à notre situation personnelle, c'était important que j'arrive à trouver cet équilibre-là. Et comme je l'ai dit une fois dans un échange avec Alicia, en tout cas pour moi, ce qui est important, là à l'heure actuelle, c'est que je puisse emmener ma fille et que je puisse aller la récupérer. Alors, à l'école? Je dis pas, ouais. Alors pas à l'école, là c'était chez la nounou. Non, ça va être à l'école, elle va rentrer à l'école. Mais ça c'est une richesse. Je dis pas que je le faisais tout le temps, mais je pense que je l'ai fait peut-être 80% du temps, ce qui est quand même énorme. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'elle me voit, elle voit que je fais les choses, etc. Alors oui, des fois, à la maison, je vais être un peu sur mon téléphone et c'est pas forcément ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, mais ça fait partie aussi du métier, on va dire. Ouais, on est super aligné. Moi, quand on est vers le premier studio, j'avais mis un point d'honneur à amener ma fille tous les matins à l'école. Ouais, c'est ça. Faut trouver l'équilibre. Et les sorties scolaires, tu vas commencer à rentrer dans les sorties. Je ratais pas une. J'étais le papa qui était au milieu des mamans, souvent il n'y a pas trop de papa là, qui était au milieu des mamans pour toutes les sorties scolaires. Il y avait un truc scolaire. Ouais, et puis les enfants, ils s'en rappelleront. Oui. Même s'ils sont petits. Je pense qu'ils se rappelleront plus de ça. Voilà. Que de 16 à 17 là où tu es à la maison ou tu n'es pas à la maison. Exact. Après, il y a des périodes où oui, on travaille beaucoup, oui, on rentre tard, etc. Mais ça fait partie du métier. Dans ce cas-là, on fait autre chose. Parce qu'en plus, on parle d'équilibre vie perso, vie. Moi, je trouve qu'un des plus gros challenges de la vie, peu importe ce que tu fais dans la vie professionnelle, c'est cette période-là où on a des enfants, on commence à faire des enfants. Moi, j'en ai 3. Ils sont grands maintenant. Je sais pas ce que tu es en train de vivre, mais de 0 à. Allez, tu as commencé à 3 ans. On va dire, donc tu as commencé en 2022. De 2022 à 2032. Ces 10 années sont pour moi un vrai challenge. C'est hyper challengeant parce que vous n'êtes plus un couple, vous êtes des parents. Donc il y a cette vie de couple, il y a cette vie parentale. Parfois on s'oublie. Et si on s'oublie en couple parce que on est peut-être un très bon papa, peut-être qu'on oublie, on est peut-être un moins bon mari. Mais du coup, il faut être un mari, parce que je dis ça, c'est entre potes au bar et je suis en train de te parler de mes relations de comptoir avec ma femme. Mais tu sais, qui te dit, ouais, t'es un bon papa, t'es un bon chef de famille, mais t'as oublié d'être mari. Ah merde. Donc après, quand t'es un bon mari, t'es un moins bon papa, parce que tu laisses tes enfants chez la nounou, la mamie ou quoi que ce soit pour passer du temps avec ta femme, mais du coup tes enfants ils te voient moins. Et en fait, il faut trouver tout cet équilibre-là. Et pour moi, le gros challenge de la vie, c'est ces 10 ans. C'est bon, sauf après, t'as prévu d'en faire encore plein, mais comme tu me dis que vous restez à 2, ces 10 ans-là, donc t'as encore pour ça temps. Et en plus, en parallèle, tu construis ta boîte.
Et moi, ce que je trouve extraordinaire, vraiment, tout à l'heure, on parlait avec Watson de montrer le futur. Ça n'a pas été simple tout le temps, sauf qu'en fait, j'ai construit ma boîte en même temps que j'ai construit ça avec ma vie de famille et ma vie de couple. Et tu arrives à un moment donné où tu as un stade, là, si tu continues à ouvrir des studios, même si c'est d'autres business que ça Romney Fit, hein, tu arrives à un moment donné à un stade où tu as persévéré, tu as des enfants qui commencent à être grands, on parlait tout à l'heure, et beaucoup plus d'autonomie et beaucoup moins de responsabilité au quotidien. Tu m'entends, tu es sur d'autres responsabilités. Ouais, d'autres responsabilités. Et tu as une boîte qui est stable un certain temps. Donc, tu as un peu moins toutes ces difficultés du début qu'on a tous. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas beaucoup de gens qui les ont pas. Qui sont quand tu ouvres 2, 3, 4 studios, tu remets au pot, prends pas les fruits de l'arbre. C'est exactement ça. C'est parce que les gens, ils doivent te regarder en disant, ouais, il a 5 studios dans le réseau. Ouais, mais j'ai pas besoin de parler avec toi, j'ai pas besoin de connaître tes comptes en banque pour savoir qu'en perso, t'es pauvre. Non, et puis ça, c'est marrant parce que ça, c'est quelque chose où je suis hyper transparent sur ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en mode, y a rien, les gars. j'ai 5 studios, mais en fait, l'argent que je fais, j'ai tout rebalargué. Donc, Bah au oui. final, moi, perso, je suis pas riche. Hein, mais, Oui, il n'y a pas un peso, je construis. Mais il y en a, ils le comprennent pas. Il y en a, ils pensent que t'as 5 studios, il doit prendre ça, ouais, mais génial. Ouais. Après, moi, on laisse penser, on fait son truc, et puis on verra plus tard. Mais parce que je t'ai dit, ça marche pas comme ça. Tu arriveras là dans 7 ans où tu auras tes studios, tu auras des studios dont les crédits seront finis d'être payés, tu auras une stabilité financière sur chacun des studios et tu auras tes enfants qui seront grands. Votre couple, il aura passé ce challenge où justement tu dois t'aligner et trouver comment tu t'alignes bien dans tout ça parce que l'éducation des enfants, c'est un bordel. Hein. On fait les devoirs, on fait pas les devoirs, on les fait à telle heure, on les fait pas à telle heure. C'est un autre challenge. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Donc du coup, toi, tu arrives à le trouver. Tu te sens épanoui là-dedans. Est-ce que ta chérie pense la même chose? C'est-à-dire que là, si je suis avec elle, je discute, je dis alors ça va l'équilibre perso-pro, elle va jamais dire il est bon parce qu'il n'est pas bon. Ouais. Mais est-ce qu'elle est sur un OK ou est-ce que on est sur un truc où tu es conscient qu'il fera faire des efforts à un moment donné? Non, elle dirait que oui, mais il y a des efforts à faire. Et moi, je le sais, et j'en suis conscient. Et de toute façon, je vais les faire. Après, elle sait aussi que c'est une période charnière où on est en développement. Enfin, je suis en développement, j'essaie de structurer, etc. Donc, c'est des périodes qui sont un peu plus intenses. Mais en tout cas, je lui explique et je lui dis que je vais progresser sur ça. Et ça, c'est important. Et qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui dirait, parce que souvent c'est le cas, les gens disent ouais mais attends, c'est pas le moment de faire un enfant, ou c'est pas le moment de monter ma boîte, c'est pas le moment de faire un enfant parce que je suis pas stable encore. Toi, tu as commencé les enfants au moment où tu es le moins stable possible. Ah bah, pas du tout. Mais... tu connaissais pas la stabilité, et justement pendant cette période-là, tu déstabilises tout. Souvent, c'est ce qu'on entend, je sais pas si tu as déjà entendu ça, où les gens ils te disent ah non mais je ferai quand je serai stable, je ferai quand ma société sera stable ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas que ce soit une histoire de stabilité, c'est une histoire de personnalité, une histoire d'envie. Et en fait, j'ai jamais calculé, et la preuve, quand on a eu la première, j'ai démarré chez eBay septembre 2021, elle a dû tomber enceinte en novembre 2021, et je reprenais le studio en mars 2022, elle est née en août 2022. Donc au final, tout se faisait en même temps, donc j'ai jamais calculé par rapport à ça. Je me suis pas dit, là j'ouvre mon studio, donc faut pas forcément faire d'enfants. Non, pas du tout, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais si j'avais à donner un conseil, faites en fonction de votre volonté, et si vous sentez la chose ou pas, en fait, tout simplement. Après, il faut juste être capable d'assumer. Et de toute façon, il y a des choses qu'on ne fera pas correctement. Et après, il faut juste progresser sur ce qu'on ne fait pas correctement. Pour en venir au niveau pro, tu dis que tu as envie de continuer à grandir. Cette proposition là en live là de. Mais ça me va. Il y en a parfois qui montrent d'autres trucs qu'à Romney Fit et très à l'aise avec ça. Chacun doit faire ce en parallèle ou pas en parallèle. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer à grandir avec le réseau Romney Fit? Alors, déjà parce que c'est un business rentable, hein, qu'on ne se le cache pas. En fonction des chiffres bien sûr, mais en tout cas, si c'était pas rentable, j'en aurais pas ouvert 5, j'en aurais pas repris 5. Ce qui me donne envie de me développer déjà, c'est le challenge, j'adore le challenge. C'est surtout l'aspect aussi relationnel, humain. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines où je recrute quelqu'un qui fait pas forcément l'affaire, qui part, un coach en moins, et je me retrouve à faire une semaine complète au studio. Et en fait, l'énergie, c'est la même que j'avais il y a 2 ans, dans le coaching, dans l'accueil, etc. Alors bien sûr, c'est toujours plus simple quand c'est notre business d'accueillir, de vendre, etc. Mais en tout cas, je retrouvais le même plaisir. Et ça, c'est hyper important. À partir du moment où on trouve plus de plaisir dans ce qu'on fait, je pense qu'il faut arrêter. Et là, à l'heure actuelle, je suis plus dans un souci où je me dis, je kiffe ce que je fais, j'adore ce que je fais tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour encore plus me challenger? Et j'ai plus trouvé le challenge dans le développement, on va dire. Donc c'est plus ça c'est plus ça ma target. Ouais. Les reprises, les ouvertures, le challenge. Après, peut-être que je ferai autre chose aussi, hein, c'est fort possible. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est un business que je maîtrise.
que j'arrive à dupliquer. Et surtout, je m'encadre, on va dire, je m'entoure de personnes avec qui j'apprends. Donc c'est ça qui est le plus important. Tu peux revenir en 2022, tu te parles à toi-même. Je me disais pas grand-chose en 2022. Non, mais là, toi, tu reviens. Là, toi, si maintenant, je me tu viens en disais, 2022, tu as une minute là, tu te rencontres toi en 2022. Ouais. Tu te dis quoi? À part les numéros du loto. Qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais, continue, réfléchis pas forcément à... Ouais, fais-toi confiance, enrichis-toi des gens qui t'entourent et prends soin de ta famille, plus important. Je te remercie, Loan. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, rien de spécial. Juste merci aussi à toute l'équipe, toute la franchise Iron Modified parce qu'on est quand même bien accompagnés tous les jours. On en parlait sur les interviews précédents. On est vraiment une équipe, on va dire. Moi, je parle d'équipe. Je suis issu du sport collectif. J'ai toujours adoré ça, vivre en collectivité, etc. On est une équipe, on s'entraide, on se donne des conseils. On se donne même des fois quand ça va pas, etc. On est là les uns pour les autres et je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important et ce qui va faire perdurer le réseau. Merci beaucoup, Loan. Voilà, avec plaisir. Et plaisir pour toi dans les prochains jours. Exactement. Savoir, Je vous tiendrai au courant de tout ça.